Salam alaikum Mazoul, bonsoir. L'affaire des crânes des résistants algériens au musée de l'Homme à Paris n'en finit pas de défrayer la chronique. Et c'est peu dire que de dire chronique pour une cause qui a soulevé une immense clameur au sein de la société algérienne et qui en fait désormais une question, j'allais dire, d'honneur et de justice. Avant qu'un chercheur en histoire, Ali Farid Belqadi, ne l'évente et ne la rende publique, et avant qu'un autre universitaire, Brahim Snoussi, avec nous aujourd'hui sur ce plateau, ne parvienne à recueillir des milliers de signatures dans une pétition qui exige la restitution des restes mortuaires à leur patrie, les Algériens ne savaient presque rien de cette séquestration de dépouilles de grands résistants algériens dont certains étaient de véritables héros de la résistance algérienne contre le colonialisme. Lors de sa dernière visite à Alger, le président français avait promis qu'il allait prendre les mesures nécessaires pour la restitution des crânes au peuple algérien. Il a déclaré, sans grande conviction, qu'il avait décidé de cela à la suite de plusieurs demandes de l'État algérien. Une fleur qu'il faisait aux dirigeants algériens, en fait, dont il semble bien qu'il n'ait jamais entamé une quelconque démarche en ce sens. C'est la société civile, seule, qui a mené ce combat pour le recouvrement de ces restes mortuaires, de ces résistants qui ont donné tant et plus, et même leur vie, pour libérer leur pays. Aujourd'hui. Le Desk. Quelle histoire derrière les crânes des résistants algériens détenus en France par Sarah Belhadi. Liberté. Pierre Dubreuil à Liberté. Il y a 7 crânes de résistants algériens au musée par Imen Amqran. HuffPost Maghreb, le dossier des crânes de résistants algériens est venu réveiller la séquence sanglante de la colonisation par APS. Avec nous pour en parler, Brahim Snoussi, universitaire, chroniqueur et écrivain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Brahim Merci Snoussi. À vous de m'accueillir. Merci. Alors, voilà, donc l'histoire des crânes qui passe à la une un peu partout, qui est prise à bras-le-corps par le président français lui-même lors de sa dernière visite à Alger. Nous allons voir quelques images avant d'y arriver. Nous avons envoyé notre collaboratrice, Cécilia Ransan, pour une petite interview d'un anthropologue au Musée de l'Homme. Nous allons écouter ce qu'il nous dit. Les crânes des résistants algériens conservés au Musée de l'Homme à Paris seront-ils bientôt rapatriés dans leur pays d'origine? En 2011 déjà, une pétition avait été lancée par l'archéologue et historien Ali Farid Belqadi pour le retour des restes mortuaires en Algérie afin qu'ils soient inhumés dans de bonnes conditions. C'est la question que l'on se pose ce soir et c'est vrai que la société civile algérienne a également demandé leur restitution. Où en est-on dans cette affaire? Comment s'organise le processus de restitution? Nous allons faire le point avec Alain Froment, qui est anthropologue et biologiste au Musée de l'Homme à Paris. Alain Froment, bonjour. Bonjour. Alain Froment, vous êtes anthropologue et biologiste au Musée de l'Homme à Paris. Nous avons plusieurs questions pour vous ce soir. Certains de ces crânes seraient des trophées militaires récupérés par des médecins français après la révolte des Ahadchas, c'était en 1849. Comment ces restes mortuaires se sont retrouvés au Musée de l'Homme à Paris? Le Musée de l'Homme conserve une importante collection de restes humains, 18 000 crânes du monde entier, qui en général ont été collectés par des recherches archéologiques. Mais dans certains cas, et c'est le cas effectivement pour l'invasion de l'Algérie, il s'agit de quelques individus qui ont été décapités, qui ont été pris comme trophées militaires, puis ont abouti dans des collections privées, soit de ces militaires, soit des médecins qui accompagnaient la conquête, et ultérieurement, ils ont été offerts au Muséum d'histoire naturelle en tant qu'échantillon des races humaines.
Très bien. Alors, 36 individus auraient été identifiés parmi ces crânes, dont on dit qu'ils appartiennent à des tirailleurs algériens, à des résistants, notamment le cheikh Bouziane, le chef de la révolte. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces crânes? Ont-ils été identifiés? Est-ce qu'ils ont des numéros, par exemple? Nous avons un inventaire complet, nominal et bien sûr numéroté de toutes les entrées dans la collection. En ce qui concerne l'Algérie, pour ce qui est des sujets identifiés par leur nom, on a affaire à 3 catégories. On a affaire soit, comme vous le disiez, à des tirailleurs algériens, donc morts sous l'uniforme français, en général de maladie, et dont le corps n'a pas été réclamé. Donc les médecins ont parfois récupéré les restes pour les envoyer au muséum. La deuxième catégorie, ce sont des condamnés de droit commun, des voleurs, des assassins qui ont été exécutés en Algérie et là encore qui n'ont pas été réclamés. Et la troisième catégorie, qui est évidemment la plus sensible, ce sont les héros de la résistance à la colonisation. Plutôt choquant certaines parties de ces déclarations, mais nous allons y revenir. D'autres images. Ces crânes ont-ils fait l'objet d'études scientifiques, oui ou non? La collection du Musée de l'Homme fait l'objet de recherches importantes puisque pour nous, il s'agit d'une véritable archive de l'humanité dans les restes humains sédimentent en quelque sorte quantité d'informations concernant la vie des populations disparues, donc leur maladie, leur régime alimentaire, leur génétique bien sûr, puisque depuis quelques années on sait que les ossements conservent de l'ADN, et puis il y a des études depuis le 19e siècle qui ont été faites sur la diversité de l'espèce humaine. C'est pour ça que le muséum voulait une collection qui représente l'ensemble des populations du monde. C'est avec le message que les Européens, qui effectivement sont majoritaires dans la collection, ne représentent pas l'ensemble de l'humanité, ne sont pas le standard et qu'il faut les replacer dans une variation plus large. Donc ces restes humains anonymes sont étudiés. Par contre, les restes nominalement identifiés sont eux-mêmes inaccessibles aux chercheurs qui viennent au Musée de l'Homme. Ils sont conservés dans des armoires fortes et n'ont fait jamais aucun objet d'études scientifiques. Alors, Brahim Sinoussi, avant d'en arriver au crâne algérien proprement dit, un musée qui dispose de 18 000 crânes humains, c'est difficilement acceptable, hein. C'est quoi? Ce sont des objets scientifiques, des trophées militaires, des crânes qu'on brandissait au bout d'une baïonnette pour impressionner les populations colonisées. N'oubliez pas que nous sommes au XIXe siècle, n'est-ce pas? Oui. Et au XIXe siècle, la théorie des races était très prégnante. Et donc, la plupart de ces recherches concernent en réalité, enfin, elles sont l'objet, n'est-ce pas, qu'elles recherchent, c'est les différences génétiques entre les populations noires, arabes, etc. etc. Un peu pour confirmer... Pour confirmer les théories racistes, c'est-à-dire par quel gène nous différencions-nous d'eux. Ils voulaient absolument détecter cette différence. Après, je ne sais pas ce qui s'est fait sur le plan des recherches. Il y avait le silence, le blackout autour de ça. Mais moi, j'ai posé 2 questions au Musée de l'Homme. Dites, si ces squelettes sont là pour faire l'objet de recherches tout à fait avouables, alors dites-nous où ont paru vos publications, dites-nous quelles sont les conclusions que vous en tirez. Il n'y a jamais eu de réponse. Donc l'objet, c'était celui-là, au XIXe siècle. C'est Voilà. incroyable. Ça veut dire au-delà de cette action barbare de prendre des dépouilles humaines, hein, de ne pas leur permettre d'être inhumées normalement dans leur pays respectif. Ouais. On les met dans des caisses, dans des boîtes, dans des placards. Et dans le cas où on les analyse, on les traite, c'est juste pour prouver qu'ils sont une race inférieure. Tout à fait. C'est incroyable. Et la deuxième chose, c'est que, et je pense que les Français devraient être interpellés par ça, c'est que ces restes humains appartiennent aux collections nationales. Ça veut dire qu'ils font partie des bijoux de famille patrimoniaux de la France. Ils ont le même statut que la Joconde. On ne peut pas les vendre, on ne peut pas les donner, on ne peut pas les rendre. Mais en l'occurrence, si, puisqu'ils ils ont déjà restitué des crânes et des dépouilles. Oui. À taille. Mais il a fallu voter une loi, parce qu'il faut. C'est d'ailleurs ce qui va se passer pour nos crânes, pour les crânes de nos résistants. Il y a un texte de loi qui va être présenté
Ah, et qui devrait être voté par le Parlement. Et qui devrait être voté par le Macron Parlement. ne peut pas prendre une loi, un décret. Il doit demander au Parlement de voter une loi qui sort les crânes des collections nationales, des collections patrimoniales, qui disent qu'ils ne sont plus inaliénables. Mais la loi est censée exister puisqu'ils ont déjà rendu la tête du Kanak à Taille. Ça a fait les restes de la fameuse dame, la Vénus de Hottentote, bien sûr, Swaji. Mais ça a fait encore là l'objet d'une loi. Il faut une loi, parce qu'on ne peut pas donner quelque chose qui appartient au patrimoine, mais que les Français apprennent que dans leur patrimoine, ce qu'ils ont en commun, il y ait des restes humains qui sont là depuis 2 siècles et qui sont là et dont on annonce qu'ils font partie du patrimoine de la France. C'est extraordinaire. Ouais. C'est une espèce de cruauté tranquille. C'est-à-dire esthétique, légalisée. Oui. L'autre n'est pas réellement humain. Donc on peut se l'approprier comme on s'approprierait un quelconque objet, finalement. Et j'espère qu'à la faveur de ce retour, ils vont retrouver bien sûr leur humanité. Il y a l'exemple allemand. La France parle souvent de l'Allemagne comme référence pour le taux d'inflation, pour le PIB, pour je ne sais quoi. Et souvent, ils se rendent compte qu'ils sont derrière l'Allemagne dans ce domaine. Ils sont derrière l'Allemagne dans le domaine des crânes aussi. Parce que l'Allemagne a procédé au premier génocide du XXe siècle sur les Herero. C'est une tribu de Namibie qui a été massacrée dans sa totalité par un général qui s'appelait von Trotha. Et les crânes de ces Herero ont été emmenés par, je crois qu'il y en a eu jusqu'à 1000 qui ont été entreposés au musée de Berlin. Sauf que l'Allemagne a déjà restitué ces crânes, il y a 6 ou 7 ans, à la Namibie. Et les choses sont rentrées dans l'ordre. Ils ont promis aussi qu'ils allaient présenter des excuses, et mieux encore, dans l'ordre de la symbolique, les descendants de ce général von Trotha ont pris le parti sans qu'on leur demande rien, c'est-à-dire de leur propre chef, d'aller demander pardon au nom de leur ancêtre. Au nom de leur ancêtre. C'est magnifique. J'espère que ça se passera comme ça aussi pour J'espère, mais ça sera plus dur. Des crânes. Oui. Parce qu'entre la France et l'Algérie, tout est forcément plus compliqué. Absolument. Mais sinon, au sujet des crânes des résistants algériens, monsieur l'anthropologue nous apprend que, moi ça m'a un peu choqué, que parmi ces 36 crânes, il y aurait d'abord des crânes de tirailleurs algériens, soldats de l'armée française, morts sous l'uniforme français, qu'il y aurait des condamnés de droit commun qui auraient été exécutés à la suite de crimes commis par eux, et enfin de quelques résistants algériens comme Boubagra et les autres. Boubarla, pardon. Oui. Pardon, excusez-moi. Moi, ce que je sais, c'est que ces 36 ou 37, il y a une incertitude, crânes ont été identifiés. Maintenant, s'il y a un recul identifié nommément, crâne par crâne. Nommément. D'accord. Nommément, c'est-à-dire le crâne. Le shérif Boubarla, le crâne du shérif Boubarla, c'est les autorités françaises, c'est les militaires français qui l'ont pris et qui l'ont emmené. Oui. Enfin, je veux dire, on sait par où il est passé. Absolument. Donc, il y a une traçabilité. Et le shérif Boubarla était un personnage connu, célébrissime. Oui. Il en a fait voir de toutes les couleurs à l'armée française. Oui. Il a même fait régner l'insécurité dans les zones où se déployait l'armée française. Boubarla, rappelons qu'il est de Kabylie. Ce n'est pas les Aatcha. Il est originaire je crois qu'il est originaire de Saïda. Ah, d'accord. Oui. Mais il a fait la guerre en Kabylie. Son champ d'action, c'était la Kabylie. Et il a même fait équipe avec Lalla Fatma Nsoum. Lalla Fatma Nsoum, oui. D'accord. Jusqu'à sa mort en 1800. C'est dire que la résistance se déplaçait, pas seulement dans leur région propre. Hein. Absolument. D'accord. L'Algérie existait paradoxalement d'une façon plus homogène, plus cohérente que maintenant. Vous m'en direz tant. Puisque vous avez des résistants qui venaient de régions éloignées. Les gens qui ont participé à la bataille des Aatcha n'étaient pas tous originaires des Aatcha. Oui. Aatcha qui est dans la région de Biskra. Oui. Qui n'existe plus d'ailleurs. On dit les Aatcha, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Voilà. Oui. Elle a été c'est une ville oasis. Voilà, exactement. Qui comptait à peu près 1 millier d'âmes. Oui.
On va y arriver tout à l'heure pour D'accord. parler des Aïcha, une Tout à fait. magnifique épopée, une résistance Absolument. absolument formidable. Ouais. Mais sinon, au sujet donc, de ce que dit cet anthropologue, rappelez-moi son nom. Vous le Alain connaissez Froment. pas. Alain Froment. Donc, tirailleur algérien sous l'uniforme français, détenu de droit commun, et ses résistants. Alors que par ailleurs, on apprend, ce qui ne dit pas, que parmi ces crânes, il y aurait ceux de personnes qui seraient mortes dans des hôpitaux français et que personne n'avait réclamé, que les médecins militaires attachés à l'armée française auraient récupéré, vendu à des collectionneurs ou eux-mêmes, comment dirais-je, donné au musée. Ben, je pense qu'il faudrait éclaircir ce point parce que c'est quand même un point névralgique. Il ne s'agit pas d'aller enterrer des supplétifs avec les honneurs. À la limite, on les enterre. On les enterre par oui, charité. oui, oui. Je ne suis pas contre, bien sûr, mais il ne faut pas qu'ils fassent partie de ce morceau de mémoire, d'accord, de ce moment mémoriel. Ça veut dire qu'il faudrait creuser un peu la question. Il faut creuser la question voir, et il ne faut surtout pas se tromper sur ce point particulier. Oui. Ça, c'est clair. Oui. Alors, pour en arriver à comment est venue cette affaire à la connaissance du public, parce que personne n'en parlait il y a quelques années, personne n'était au courant. Il y a eu M. Belkadi, Ben, c'est par lui. Que ça a commencé, c'est lui qui a Que ça a découvert le commencé. poteau rose. Absolument. Il faut rendre à César ce qui est à César. Oui. C'est lui qui a découvert l'existence des crânes Oui. et qui les a identifiés. Qui a écrit un livre, je crois. Il a écrit un livre sur Boubarla Oui. et il a alerté les autorités algériennes à l'époque, en 2011. Il a lancé aussi une pétition qui n'a pas eu de succès. Peut-être que ce n'était pas le moment de ça, etc. Les gens étaient, voilà, ils sont passés à côté. Ou peut-être que ces réseaux n'étaient pas très bien mis en place. C'est possible. Oui. Moi, d'ailleurs, j'ai appris l'existence de ces crânes par la pétition que j'avais signée moi-même, bien entendu, à l'époque. Et puis, j'avoue que ça m'avait obsédé, d'une manière, voilà. C'était pour moi devenu une obsession. Et je me dis, comment se peut-il que des restes de résistants soient séquestrés en France? Ils n'ont absolument pas leur place en France. Je me disais, je ne peux pas me déclarer indépendant quand des morceaux de ma mémoire sont dans des armoires métalliques dans un musée en France. Des restes humains, des miens, de mes aïeux, sont là. J'ai aussi quelque chose de particulier, pas vraiment particulier parce que c'est le lot de dizaines de milliers d'Algériens. Mon père a disparu, donc il n'a pas eu de sépulture. Pendant la Révolution? Pendant la Révolution. Maquis, etc. Il a dit. On a juste un mot de l'armée française qui nous signalait que notre père était mort dans un accrochage, sans plus, et puis voilà, ils s'en foutaient du reste. Et donc, il n'a pas de sépulture. C'est quelque chose, moi, qui m'a toujours... Mais je ne suis pas seul dans ce cas. Vous savez qu'il y a des dizaines de milliers de pères qui ont disparu complètement, corps et âme. Et je me disais, voilà, il y a des gens dont on sait où ils sont. Et on ne peut pas les enterrer. Qu'on a identifiés, dont on connaît les noms. On connaît les noms, on connaît leurs faits de gloire, leurs faits de guerre. Et on ne peut pas les enterrer selon notre tradition, dans la dignité, leur donner une sépulture. Pour moi, c'était inconcevable et c'était absolument inacceptable. Alors, je ne savais pas quoi faire. Je vivais avec ça qui me tourmentait, mais je n'ai pas pris d'initiative. Je ne savais pas quoi faire au juste. Et puis, j'ai écrit 2 petits livres qui ont eu un peu de succès, en tout cas, auprès d'un groupe, en particulier des Algériens de France. Et donc, j'avais des connaissances, disons, un réseau qui devenait assez important. Et je me dis, pourquoi ne pas utiliser ce réseau? Pour une autre pétition. Pour une autre pétition, en mai 2016. Et puis, j'ai lancé la pétition comme on lance une bouteille à la mer. Et l'accueil a été pas mauvais, mais enfin pas extraordinaire non plus. 500, 600, 700. On est arrivé péniblement à 1000 pétitionnaires. Pas de quoi déranger les gens d'ici ou les gens de là-bas. Et puis, j'ai eu un soutien de l'Humanité qui a accepté de reproduire un texte que j'avais écrit. Et ce texte
a été repris par François Gèze, qui est, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, oui, bien, La Découverte. Oui, le directeur maison d'édition de La Découverte. De La Découverte. Et lui, il a un réseau très important. Et donc, il a repris. Et il est très impliqué dans les affaires algériennes. Hein. Complètement, oui. De manière des fois un peu controversée, mais oui, ça, c'est oui, autre chose. Oui, bien Là, on sûr. parle juste de l'aspect crâne. Voilà. Et il a repris à son compte et il a appelé tous les siens à signer en masse la pétition. Et là, les signatures se sont mises à pleuvoir de partout. Donc on est arrivé à 20 000. Y compris de Français, de France, comme on dit. Hein. Je dois à la vérité de dire que c'est surtout à des Français de France. D'accord. Qui sont majoritaires dans la pétition? Ils sont majoritaires. Et qui ont donc beaucoup contribué à faire bouger les choses. Absolument. Il faudra que nous en parlions. Oui, ça. Oui. C'est important. Oui. La réponse française a été plus importante que la réponse algérienne. Oui, c'est comme ça. Et donc, on est arrivé à peu près à 20 000. Et du coup, les gens ont commencé à en entendre parler. Donc, j'ai eu un coup de fil de France Inter un jour en disant que ça nous intéresse, etc. Donc, ils sont venus, ils ont fait un reportage. Ce reportage a aussi fait beaucoup de bruit parce que c'est France Inter. Oui. Et donc, ça a encore amplifié le... Et puis, on a eu des reportages faits par la BBC, CNN, par l'agence de presse turque, par d'autres que j'ai oubliés. CNN, je l'ai cité, la BBC. Et puis, donc, les choses ont commencé à monter. Effet boule de neige, et puis, un effet boule de neige. Aujourd'hui, tout le monde en entend parler. Tout le monde en parle, et toute la presse algérienne, dans sa totalité, en a rendu compte. Oui, en effet. Et nous allons voir quelques images du même interview, enfin, quelques extraits, pour voir au sujet de cette affaire de Belkadi. De la résistance, ce sont les crânes des héros de la résistance que l'on réclame. Alors, ces crânes sont conservés dans des coffres forts. Ont-ils été exposés au public au moins une fois? Les crânes d'Algérie identifiés n'ont jamais été exposés dans le musée. Et à l'intérieur des réserves, donc dans cette vaste collection de 18 000 crânes, ils ont été gardés à part dans un coffre-fort. Donc, ils ne sont pas accessibles non plus aux très nombreux chercheurs qui viennent étudier la collection d'anatomie. Alors l'archéologue et historien algérien Ali Farid Belkadi, on l'a dit, est à l'origine de la pétition pour leur restitution. Il a pu les voir, lui, ces crânes. Quelles ont été ses impressions? Que vous a-t-il dit? Comment ça s'est passé exactement? Nous avons accueilli M. Belkadi pour lui ouvrir effectivement nos registres et pour qu'il puisse avoir accès à la collection. Il a été étonné, choqué qu'effectivement dans cette collection figurent des héros de la résistance, mais en consultant les registres, il a compris la façon dont ils étaient entrés dans la collection, et dans son livre, il détaille très bien l'inventaire et les circonstances qui ont amené à ce que ces crânes entrent dans la collection. Donc voilà, c'est une histoire maintenant connue de tous, autant en France qu'en Algérie. Les Algériens en font une histoire quasiment d'honneur, de justice à rendre à des gens qui ont donné leur vie. Et c'est très connu, mais tout le monde s'étonne pourquoi, jusque-là, les pouvoirs publics, les autorités algériennes, l'État algérien, on l'appelle comme on veut, n'a pas exprimé de demande claire de restitution. Alors, est-ce qu'il n'a pas fait de demande claire? Je n'en sais rien. Généralement, ce genre de demande, on ne le fait pas sous la table. Oui, alors moi j'ai aussi écrit à plusieurs reprises, j'aimerais que s'il y a un texte qui a été, ou une lettre ou une demande qui a été envoyée, qu'elle soit rendue publique, ce serait bien pour associer la population à l'effort et mettre la pression encore plus sur la partie française. Mais ils n'ont pas communiqué là-dessus, à part M. Zitouni, ministre des Anciens Moudjahidines, qui, lui, est venu à plusieurs reprises dire que les choses étaient en train de se mettre en place, qu'il y avait, etc. Bon. Mais il n'a jamais dit ce qui se faisait au juste. En tout cas, ce n'est pas ce que dit M. Macron, puisque quand il a annoncé son intention de restituer ses crânes, il a déclaré, nous allons l'écouter. Ai-je souhaité donner de premières indications claires et ai-je accédé à une demande plusieurs fois réitérée par les pouvoirs publics algériens d'avoir la restitution des crânes des martyrs algériens. J'ai pris la décision de procéder justement à cette restitution et le texte de loi nécessaire pour ce faire sera pris. Alors, une demande plusieurs fois réitérée par les pouvoirs publics algériens. Est-ce qu'il a voulu leur faire une fleur?
Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas dans le secret de la tête de Macron. Je ne suis pas dans son... J'imagine bien. Mais je pense qu'il y a des tractations souterraines, secrètes, entre gouvernements. Espérons. Mais sinon, en tout cas, la bonne nouvelle est là, c'est que le chef de l'État français déclare officiellement, depuis Alger, qu'il va rendre ses têtes aux Algériens. Oui, c'est très bien. Je voulais juste corriger une petite chose. Oui. Parce qu'il faut toujours rester dans la transparence la plus totale, la vérité la plus totale, et je la dois notamment aux 30 000 pétitionnaires qui ont signé la pétition. D'accord. Parce que dans l'intervention de la dame qui a fait le reportage, Cécilia Rançon, ouais. Elle dit que c'est M. Belkadi qui a découvert, etc. Nous sommes complètement d'accord là-dessus. Oui. Et puis elle a dit qu'il a fait une pétition qui demande la restitution des... Non, enfin, il a fait une pétition en 2011 qui n'a pas eu de succès. Oui. D'accord. Oui. C'est la pétition de mai 2016. Absolument, qui a fait bouger les choses. Et c'est les 30 000 pétitionnaires qui l'ont signé, qui nous ont amenés à ce résultat. Et vous disiez donc que beaucoup parmi ces pétitionnaires étaient des Français, quoi. Absolument. Alors ça, c'est un point dont M. Monseran, qui s'est beaucoup intéressé à cette histoire. Pas seulement Monseran. Entre autres. Tous les historiens français qui comptent se sont intéressés à ça. Il y a un texte qui a été publié dans Le Monde, signé par des historiens français et des universitaires, dont Monseran bien sûr, mais aussi Pascal Blanchard, Raphaël Branche, Mohamed Harbi. Enfin, il a été signé par les plus grands historiens, Gilbert Meinier, qu'on vient de perdre. Oui, Gilbert Meinier, à qui nous allons consacrer une émission d'hommage bientôt. Donc ce serait très bien. Franchement, il le mérite amplement. Absolument. Et donc, les historiens, ce sont tous, ceux qui comptent, d'accord, et ceux qui ont la vérité pour principe. Je ne parle pas des autres, ceux qui sont instrumentalisés. Ceux-là, ils ont fait quelque chose de formidable à propos de la pétition. Voilà. Et nous allons voir d'autres images au sujet de la restitution, justement. A déjà connu une demande de restitution, c'était en 2010 avec celle des 20 têtes maoris à la Nouvelle-Zélande. Il aura fallu attendre 5 ans de négociations et puis le vote d'une loi à l'Assemblée nationale pour autoriser ces restitutions. Un autre exemple, en 2014, celui des restes du chef Kanak Ataï qui ont été restitués à la Nouvelle-Calédonie également. Pensez-vous que cela puisse se faire également avec ces crânes algériens, puisqu'on a déjà vu que d'autres exemples de restitution avaient été demandés? Est-ce qu'on pourrait voir la même chose avec l'Algérie? Le Musée de l'Homme a procédé à plusieurs restitutions, non seulement les têtes maoris et le crâne du chef Kanak Ataï, mais également le squelette d'une personnalité célèbre à l'époque de Napoléon qui s'appelait Sarti Bartman, dite la Vénus Hottentote, et également le squelette d'un cacique de l'Uruguay. Donc la procédure existe, elle repose sur 2 conditions. D'abord, bien sûr, que les restes humains soient identifiés nominalement, que l'on sache de qui il s'agit, et deuxièmement, que le pays d'origine de ces individus marque un intérêt et entame un processus diplomatique pour demander la restitution. Donc, si je comprends bien, la balle est dans le camp de l'État algérien qui doit faire les démarches pour demander la restitution de ces crânes. Bruno David, le président du Muséum d'histoire naturelle, avait également expliqué que le processus de restitution était assez complexe. Alors, est-ce que cette restitution ne pourrait pas constituer une sorte de déclic pour ce genre de pratique, je dirais, de garder des dépouilles mortelles quasiment en gaz de trophée qui ne se disent pas. Est-ce que, par la même occasion, la France ne serait-elle pas tentée de restituer tous les crânes identifiés à leurs descendants ou à leur pays d'origine? Ça serait une avancée formidable, mais hélas, je n'y crois pas. De toute façon, les responsables de musées, ils n'ont qu'une peur, c'est qu'on vide leur musée, donc ils freinent toujours des 4 fers pour empêcher que cela se fasse de cette façon-là. Surtout qu'il n'y a pas que des dépouilles, il y a aussi des monuments qu'on a volés au pays. Bien sûr. C'est-à-dire que si on part dans cette logique... Ça va ouvrir une porte. Ouais. D'ailleurs, je vais dire quelque chose à propos du canon. Le fameux Baba Merzouk. Pardon.
vous en prie. Le problème de ces crânes, c'est qu'ils renvoient à une époque coloniale, bien sûr, précise, où il y avait un dominant et un dominé. Il y a plusieurs personnes qui sont de bonne foi et qui disent pourquoi l'Algérie et la France n'entameraient pas un processus de réconciliation sur le modèle de ce qu'a fait la France avec l'Allemagne. Ça a l'air, pourquoi pas? Oui. Le seul problème, c'est que l'Allemagne et la France sont des ennemis, mais des ennemis égaux. Il n'est jamais venu à l'esprit d'un Français de couper la tête d'un Allemand pour la mettre dans un musée français. Et inversement. Alors qu'ils coupaient des têtes très volontiers. Les Allemands ont coupé des têtes, des milliers de têtes. Les Français aussi ont coupé des milliers de têtes. Mais jamais celle d'un Allemand, d'un Européen, d'une manière générale. Ou à la limite, si on la coupe, donc, on ne l'expose pas. Voilà. Non, pas de décapitation. Pas de décapitation. Oui, parce que c'est quelque chose qui est particulier. On le tue d'une façon digne et on l'inhume de façon digne. Exactement. Ce n'est pas un animal. Exactement, ce n'est pas un animal. Alors que l'autre, oui, c'est un peu un animal. Donc, pour qu'on arrive à la possibilité d'une réconciliation, d'une vraie réconciliation, c'est-à-dire entre égaux, d'accord, il faut d'abord apurer le passé. Donc, d'abord rendre déjà tous ces éléments qui font qu'on tient ces populations pour inférieures. Tant que vous les avez dans vos musées, ça veut dire que vous considérez encore les autres comme des inférieurs. Et si cette restitution s'accompagnait d'une vraie reconnaissance, nous allons écouter le monsieur Froment. La reconnaissance possible. Le sens, pris la décision. Je pense qu'il y a d'être plus total. La ville a fait. Ces restes mortuaires représentent un héritage assez embarrassant pour la France de par son passé colonial. Pensez-vous qu'il faille organiser une cérémonie au Musée de l'Homme, comme ça a déjà été le cas d'ailleurs en 2014 pour la restitution du crâne de l'insurgé kanak Ataï à la Nouvelle-Calédonie? Vous aviez alors organisé une cérémonie pour la restitution en présence de ministres, notamment le ministre de l'Outre-mer à l'époque. C'est une sorte de geste symbolique qui accompagnerait le processus de réparation. Pensez-vous, Alain Froment, qu'il faille organiser ce genre de cérémonie? Le Musée de l'Homme n'est pas propriétaire de sa collection, il en est le dépositaire, c'est une collection nationale, c'est donc à l'État français qu'il appartient de prendre des initiatives dans ce domaine. Mais effectivement, il y a eu déjà le cas de la cérémonie au muséum même en ce qui concerne Ataï et le cas pour les têtes maories d'une cérémonie qui, elle, avait eu lieu au musée du Quai Branly. Donc le principe est non seulement accepté, mais souhaitable, puisque en la matière, il est important effectivement qu'on puisse revenir sur cet épisode dramatique. Finalement, ces restes humains conservés par le Musée de l'Homme peuvent témoigner de l'histoire. Cette histoire est écrite, mais là, on a les preuves, on a les restes des victimes elles-mêmes. Donc, il est important que la réparation soit aussi, sur le plan symbolique, officialisée par une manifestation. Maintenant, de quel ordre pourrait être cette manifestation? C'est donc à nos autorités d'en décider, mais en ce qui nous concerne, bien sûr, nous y sommes favorables. Alors, de quel ordre pourrait être cette reconnaissance ou cette manifestation? C'est aux autorités de le faire, c'est à l'État français. Et Macron étant un peu dans un cheminement vers une reconnaissance des méfaits du colonialisme, est-ce que ce ne serait pas l'occasion justement de marquer ce tournant? Ben nous, moi je n'attends que cela, que la France reconnaisse ses crimes. Mais je pense que peut-être ça risque d'arriver plus tôt que prévu. Parce que pourquoi la France ne reconnaît-elle pas ses crimes, les crimes de la colonisation? Parce qu'il a bien fallu faire une espèce de discours hagiographique, d'accord, de la beauté de la civilisation qu'on allait amener à des sauvages. Et on sait que ce discours est un mensonge. Et ça va revenir à la surface parce que le jour où les crânes rentreront en Algérie, ça va s'accompagner d'une série de questionnements, aussi bien en France qu'en Algérie. Ainsi, la colonisation, c'était ça. On massacrait, on enfumait, on emmurait, on mettait les gens dans des camps de concentration. Vous savez qu'à une époque, il y a eu 40% de la population qui a été privée de liberté.
camps de regroupement, prison, machin, etc. 40% de la population. C'est incroyable. C'est incroyable. 40%. 40%. C'est-à-dire tout un pays transformé en camp de concentration. Absolument. En ce qui concerne qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié quelque chose au passage. C'est que... Ne cherchez pas oui, trop. Ça y est. Voilà, d'accord. J'y suis. La promesse du colonisateur, c'était éduquer, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'il a fait le colonisateur? Il y avait des écoles en Algérie, ce qu'il nie absolument, bien sûr. Et ces écoles fonctionnaient avec l'argent des hbous, les biens hbous, c'est-à-dire des biens inaliénables. Sous séquestre religieux. Sous séquestre, voilà. Et ces hbous alimentaient, finançaient les écoles en Algérie. C'est comme ça. Oui, oui, oui. Et dès 1843, ils savaient, je pense, les colonisateurs, que ça, c'était quelque chose de dangereux. Eh bien, la France a nationalisé les biens habous. Oui, oui. Et donc, le financement s'est tari et les écoles ont disparu les unes après les autres. Et pour apporter de l'eau à votre moulin, dans le fameux livre Le Parjure de Oui. M. Abarth, Oui. il fait parler le premier soldat à avoir mis les pieds en terre algérienne, c'était un général qui devint le premier gouverneur d'Algérie, dont j'ai oublié le nom. Après, quand il a laissé ses confessions, il avait dit « j'ai été… » Parce qu'à l'époque, en France, très peu de gens étaient alphabétisés. Bien sûr. Alors, il a dit, Moins qu'en Algérie. Moins qu'en Algérie. Bien il sûr. a dit « j'ai été étonné, en allant dans ce pays dont on nous disait que c'était des sauvages, de découvrir que toute la population, y compris les femmes, était alphabétisée. Ça veut lire, écrire. Et ce n'est qu'après que j'ai découvert qu'à travers les écoles coraniques, l'OHA, chez nous, hein, c'était quasiment un devoir pour les parents de faire apprendre à leurs enfants à lire et à écrire. Absolument. Et pour apporter de l'eau à votre moulin. Absolument. Mais sinon, pour en arriver maintenant à qui sont ces gens dont les crânes sont aujourd'hui au Musée de l'Homme, j'aimerais vous lire d'abord un petit passage de quelqu'un qui a écrit. C'est un contemporain, il était présent au moment des faits à Zaatcha. Hein, il décrit un peu ce qui s'est passé. C'est Alfred Nettement, non? Monsieur Louis de Baudicourt. Ah oui, bien sûr. Il a raconté en 1853 avoir vu les Zouaves, alors c'est lui qui parle, hein, je le cite, se précipiter avec fureur sur les malheureuses créatures qui n'avaient pu fuir, puis s'acharner. Ici, un soldat amputé, en plaisantant, le sein d'une pauvre femme qui demandait comme une grâce d'être achevée et expirait quelques instants après dans les souffrances. Là, un autre soldat prenait par les jambes un petit enfant et lui brisait la cervelle contre une muraille. Ailleurs, c'était d'autres scènes qu'un être dégradé seul peut comprendre et qu'une bouche honnête ne peut raconter. Des procédés aussi barbares n'étaient pas nécessaires et il est très fâcheux que nos officiers ne soient pas plus maîtres en expédition de leurs troupes d'élite qu'un chasseur ne l'est d'une meute de chiens courant quand elle arrive avant lui sur sa proie. Là, il raconte le massacre de Les Zaatcha, après la reddition de la cité. Mais il le raconte en 1853. Oui. Mais le massacre date de 1849. 49. C'est important comme date. Parce que vous vouliez parler des résistants. Oui, oui. Qui sont ces gens qui ont fait partie de quelque chose dont on parle très peu, finalement. Oui. Très peu d'Algériens savent ce qui s'est réellement passé. Alors, la première personnalité qui vient à l'esprit, c'est le shérif Bouziane, oui. qui se faisait appeler Moul Sa'a, le maître de l'heure. Le maître de l'heure. Il avait donné une dimension religieuse à son personnage. Certains disent qu'il était un faux shérif. Oui, Ah, c'est toujours très, très controversé, bien sûr, cette histoire-là, surtout quand elle date de cette époque-là. Et c'est lui qui a pris la direction de la révolte des Zaatcha, avec son jeune fils, et puis avec d'autres, comme Moussa Darqaoui et d'autres. Et après le massacre, c'est un massacre presque total, le général Herbillon, qui était à la tête de la colonne française, disait lui-même, après l'opération, entre guillemets, il ne restait plus qu'un aveugle et 2 ou 3 femmes.
Il a dit tout le monde n'a pas été massacré. Oui. Il est resté un aveugle. Un aveugle et 2 ou 3 femmes. Ça donne quand même une idée de... Mais Herbillon, qui est parti d'abord à Zaatcha, comme si c'était une promenade de santé. Oui, il a reçu une cuisante défaite. Voilà. Une première Et défaite. beaucoup de pertes. 1500 hommes sur le carreau. Oui. 1500 soldats français. Mais il est parti et il est revenu avec une colonne de 5000 hommes. Et là, bien sûr, les choses devenaient impossibles. Mais ce qu'il faut dire, et ce sur quoi il faut insister, c'est pourquoi ces hommes, comme Cherif Bouziane, comme Cherif Boubarla ailleurs, il y avait des foyers de résistance partout en Algérie. C'est-à-dire que l'Algérie était insoumise. Elle ne voulait pas se soumettre. Et on devrait se dire que ce pays pour lequel des gens acceptaient de mourir avec cette foi extraordinaire méritait peut-être la peine qu'on se batte pour lui. Et aujourd'hui, le discours que nous tenons sur l'Algérie, ce discours insultant, ce discours, les gens qui recherchent des patries de substitution, qui rejettent tout ce qui ressemble de près ou de loin à une histoire algérienne, ils devraient quand même revoir leur copie. À la lumière de ça, c'est très très important. Des gens ont accepté de mourir pour ce pays, vous vous rendez compte? Et comment de des mourir, femmes, dans quelles conditions? Et dans quelles conditions? Des massacres, des carnages. De manière abominable. Et justement, dans quelles conditions ces résistants ont-ils été décapités? Et on sait très bien qu'après avoir été décapités, leur tête avait été hissée sur des baïonnettes, promenées dans les souks, notamment à Biskra, par exemple, après la défaite de Zaatcha, pour décourager les gens de se rebeller éventuellement. Comment ça s'est passé? Eh ben, le but de ça, c'était de frapper les gens de terreur. Et faire régner la terreur, rien de mieux que de montrer la tête de l'ennemi. Et donc, sur le marché, à Biskra, on mettait les têtes de Bouziane, de son fils et d'autres. Son fils qui était tout jeune. Hein. Tout jeune, bien sûr. Oui. Hassan, le jeune Hassan. Et qui ont été emmenés vivants. Alors oui, ils n'ont pas été, ils sont pas morts au combat. Non, ils ont été emmenés, fusillés. Oui, fusillés après. Oui. Fusillés et décapités après. Ah voilà. Décapités post-mortem. Post-mortem, oui. Voilà. Et leur crâne, bon, ils ont suivi le parcours classique dont on parlait tout à l'heure. Oui. Les médecins, etc. Bon, qui les trophées de guerre. Et puis finalement. Et comme c'était des trophées de guerre, je pense que les Français devraient aussi s'interroger sur une société, leur société du XIXe siècle, qui avait aussi des trophées de guerre, comme des tribus, voilà. Vous disiez tout à l'heure, on discutait avant l'émission, que ce qui était vraiment important allait commencer après la restitution, parce que l'état d'esprit devait changer et que nous devrions nous orienter vers une autre perception des choses. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Je veux dire que, alors d'abord en France, il y aura forcément un questionnement. Quand les choses reviennent à la surface, ils vont regarder la colonisation autrement. Et en Algérie, c'est quand même une victoire que d'arracher des éléments de son patrimoine à l'ancien colonisateur, à la puissance tutélaire. C'est une victoire. On n'en a pas beaucoup des victoires en Algérie. Alors je pense qu'on peut bâtir sur cette victoire pour retrouver du sens. D'abord, il y a quelque chose de très important. Beaucoup de gens de France nous disent « Arrêtez de parler de l'histoire du passé, regardons vers l'avant ». Bon, ils sont dans leur rôle, les gens de France, par exemple, parce qu'ils savent que si on s'amuse à regarder ça, ce n'est pas glorieux pour eux. Mais il y a des Algériens qui reprennent ce discours de plus en plus et qui disent « Il y en a marre de c'est trop l'histoire partout, machin, etc. » Mais non, il n'y en a pas trop d'histoire, il n'y en a pas assez. Parce que c'est en allant fouiller dans son histoire qu'on retrouvera les constituants qui ont fait de nous cette communauté de destin à l'époque. Parce que les gens qui se battaient, ils se battaient parce qu'ils croyaient en un destin commun, ils partageaient quelque chose. L'exemple que vous avez donné de Boubarla, qui était de l'Ouest, bien sûr, qui est allé se battre en Kabylie. Il était chez lui en Kabylie. Très significatif il était chez lui à cet sûr, égard. Absolument. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc je vous demanderai vraiment d'être bref. Mais vous vouliez parler du canon de Baba Merzouk. Oui. Dans l'imaginaire français, il reste beaucoup de l'imaginaire colonial. Et un canon est un trophée par excellence. C'est un trophée par excellence.
Jacques Chirac, quand il a été en Algérie, il a donné les clés de la ville d'Alger en signe de bonne volonté. Oui. Bien. À la suite de cela, il y a des gens qui se sont mis en tête de demander le canon de Baba Merzouk. Ils voulaient récupérer le fameux canon, la consulaire. Ouais. Et Michel Alliot-Marie était ministre de la Défense à cette époque-là. Et elle a opposé une fin de non-recevoir au motif que les marins refusaient parce que ce canon faisait partie d'une page de gloire. Des trophées de la marine française. Non, mais elle a parlé d'une... Ouais. Il correspondait à une page de gloire. De gloire. Et la page de gloire en question, c'était l'invasion de l'Algérie. Terrible. Ça veut dire qu'on n'en a pas fini. Donc Chirac qui fait un geste dans un sens, et puis Michel Alliot-Marie qui... épidermique. Ouais. On ne va pas donner les objets qui font notre gloire. Donc elle fonde sa gloire sur le massacre commis en Algérie par la soldatesque coloniale. Et vous comptez entreprendre une autre dynamique de restitution du canon? Dès que je le pourrai, j'espère. Enfin, je ne sais pas, mais moi, pas forcément. Oui. Mais de toute façon, je pense qu'il se trouvera des bonnes volontés pour faire remonter cette surface. Comme vous l'avez fait avec un si grand bonheur pour la première, exactement. Pourquoi pas la suite? Avec d'autres. Merci beaucoup, Brahim Snoussi. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. J'espère que Brahim Snoussi reviendra souvent parmi nous. Qawala khair, salama.